As-tu déjà ressenti que certaines personnes se moquent de toi simplement pour voir jusqu'où tu peux aller? As-tu déjà remarqué qu'il y a des personnes qui te traitent mal, non pas parce que tu le mérites, mais parce qu'elles savent qu'elles peuvent le faire sans aucune réponse de ta part? La vérité est dure. Ceux qui ne montrent pas de limites finissent par devenir des tapis, et ceux qui essaient d'être bons tout le temps finissent par être piétinés. Aujourd'hui, tu vas apprendre à mettre ces personnes à leur place, loin de ta paix et hors de ta tête. Cette vidéo ne parle pas de vengeance ou de colère, mais de fermeté, de froideur au moment approprié et de respect sans avoir à crier. Si tu en as marre d'être toujours la cible facile, il est temps de renverser la situation de manière intelligente. Reste avec moi jusqu'à la fin, car le dernier point est le plus puissant contre eux. Le respect se termine lorsque tu te tais trop. Il existe une ligne très fine entre être patient et devenir un paillasson pour les autres. Beaucoup de gens confondent être poli avec accepter n'importe quoi, et c'est là que réside le danger. Quand tu te tais, trop souvent, les gens commencent à penser qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec toi. C'est comme si tu donnais un feu vert au manque de respect, sans même t'en rendre compte. Le stoïcisme ne préconise pas de tout accepter sans réagir, bien au contraire. Les anciens stoïciens comme Sénèque et Marc Aurèle parlaient de vivre avec dignité et de défendre ce qui est juste. Ils ont compris qu'il y a des moments où rester silencieux n'est pas de la sagesse, mais simplement renoncer à ta valeur. Pense à toutes les fois où tu es resté silencieux quand quelqu'un a franchi la ligne avec toi. Peut-être ce collègue qui s'attribue toujours ton mérite, ou ce membre de la famille qui continue de faire des blagues offensantes sur son apparence ou ses choix. À ce moment-là, tu t'es dit qu'il valait mieux ne pas faire de scandale, mais à l'intérieur de toi, quelque chose se brisait chaque fois que tu restais silencieux. Quand tu ne mets pas de limite, tu envoies un message très clair au monde. Tu peux me traiter comme tu veux, j'accepte. C'est comme si tu portais un panneau invisible qui dit « Passe ici » et les gens passeront. Pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce qu'ils ont vu que c'était acceptable. Le premier pas pour changer cela est de comprendre que parler quand c'est nécessaire n'est pas être impoli ou confrontatif. C'est simplement prendre une position, répondre de manière calme et directe, comme « Je n'aime pas que tu me parles comme ça » ou « Je préférerais que tu ne fasses pas ce genre de commentaires en ma présence ». Cela peut faire toute la différence. Tu ne les attaques pas, tu établis des limites. Avant de continuer, je te serais reconnaissant si tu mets un j'aime à la vidéo, cela m'aiderait à continuer de diffuser cette philosophie. Si tu n'es pas encore abonné, je te recommande de t'abonner et d'activer la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Beaucoup de gens restent silencieux par peur. Peur de ne pas être aimé, peur du conflit, peur de perdre des relations. Mais quel genre de relation préserves-tu quand tu réprimes ta propre voix? Une relation fondée sur une version fausse de toi, où ton inconfort n'a vraiment aucune importance. Est-ce que cela en vaut la peine? Les stoïciens nous enseignent aussi le courage moral, la force de défendre ce qui est juste, même quand c'est difficile. Cela ne signifie pas chercher une bagarre pour des petites choses, mais savoir quand quelque chose d'important est en jeu, ta dignité, tes valeurs, ton bien-être psychologique. Dans ces moments-là, parler n'est pas juste une option, c'est une nécessité. Certaines personnes restent silencieuses, pensant qu'elles évitent les problèmes, sans se rendre compte qu'elles ne font que reporter et aggraver le problème. C'est comme une cocotte minute. Plus tu ingères, plus la pression s'accumule. Et un jour, pour une petite chose, tu exploses de manière démesurée. Alors, on a l'impression que c'est toi le problème. Alors qu'en réalité, tu as juste atteint ta limite après beaucoup d'abus. Une autre erreur commune est de penser que les gens remarqueront ton malaise sans que tu dises quoi que ce soit. Si je reste silencieux, ils comprendront que cela ne me plaît pas. Cela fonctionne rarement ainsi. La plupart des gens sont tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne captent pas ces nuances. Si tu ne verbalises pas, ils supposeront que tout va bien. Parler ne signifie pas être agressif. La voix la plus puissante est souvent la plus calme, celle qui n'a pas besoin de crier pour être respectée. Il est possible d'être ferme et gentil en même temps. Je comprends ton point de vue, mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont tu me parles. Est très différent de répondre de la même manière quand quelqu'un est grossier. Les personnes que nous respectons le plus sont souvent celles qui savent quand prendre position. Ce ne sont pas des personnes qui se battent pour n'importe quoi,
mais elles ne sont pas non plus de celles qui acceptent de rester en arrière. Elles ont cette dignité qui inspire naturellement le respect. Pour ceux qui ont toujours eu des difficultés à s'affirmer, commencer peut sembler décourageant. Commence par des situations moins menaçantes, peut-être avec des personnes que tu sais qui ne réagiront pas trop mal. Pratique des phrases simples comme « cela m'a dérangé » ou « je préférerais que tu ne fasses pas cela ». Petit à petit, tu gagneras confiance pour faire face à des situations plus difficiles. Souviens-toi que le respect est une voie à double sens. Tu mérites le même respect que celui que tu donnes aux autres, et une partie de te respecter soi-même, c'est de ne pas permettre que certaines lignes soient franchies avec toi. Quand tu te positionnes correctement, tu n'enseignes pas seulement aux autres comment te traiter, mais tu t'affirmes aussi toi-même en prouvant que tu as de la valeur. Mettre les gens à leur place commence par te mettre à ta propre place, celle de quelqu'un qui mérite d'être traité avec dignité. Le silence a sa valeur et son moment, mais quand il devient une norme face au manque de respect, il cesse d'être une vertu et devient une complicité avec ta propre dégradation. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent expertes pour appuyer sur tes boutons émotionnels? Cette provocation qui semble faite sur mesure pour te sortir de tes gonds. Ce commentaire qui réussit toujours à te faire bouillir. Cette attitude qui invariablement te laisse les pieds sur terre. Ce n'est pas une coïncidence. C'est exactement ce qu'elles veulent. Ta réaction forte et incontrôlable. Les personnes qui aiment faire des blagues sont comme des pêcheurs expérimentés. Elles lancent l'appât et attendent que tu manges. L'appât peut être un commentaire sur leur apparence, une critique de leur travail, une allusion à leur vie personnelle, ou tout ce qu'elles ont trouvé qui pourrait te toucher. Et quand tu réagis, que ce soit en criant, en pleurant ou en te défendant désespérément, elles ressentent cette satisfaction d'avoir obtenu ce qu'elles voulaient. C'est comme un jeu pour elles, un jeu dans lequel tu perds deux fois. D'abord parce que tu te sens mal, et ensuite parce que cela leur confirme qu'elles ont du pouvoir sur toi. À chaque fois que tu leur donnes la réaction qu'elles attendent, tu leur dis essentiellement « Oui, tu peux contrôler comment je me sens, tu as ce pouvoir sur moi ». Le stoïcisme nous enseigne une leçon précieuse ici. Le véritable pouvoir ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi-même. Épictète, l'un des grands philosophes stoïciens, disait que nous ne pouvons pas contrôler ce qui nous arrive, mais nous pouvons contrôler comment nous réagissons à ce qui nous arrive. Et c'est cette réponse, ou son absence, qui détermine qui est réellement aux commandes. Quand quelqu'un essaie de se moquer de toi et que tu ne donnes pas la réaction qu'il attendait, c'est comme si tu brisais le script qu'il avait écrit dans sa tête. C'est déconcertant pour ceux qui provoquent. C'est comme si un acteur principal changeait soudainement toutes ses répliques au milieu de la pièce. Les autres acteurs sont perdus, ne sachant pas comment continuer. Une tactique puissante est d'observer le modèle. Les personnes qui se moquent utilisent souvent les mêmes stratégies encore et encore, parce qu'elles ont fonctionné par le passé. La dernière fois, elles ont parlé de leur divorce et elles ont presque pleuré. Quand elles mentionnent qu'elles ont pris du poids, elles deviennent rouges de colère. Si tu reconnais le modèle, tu peux te préparer, comme un combattant qui connaît déjà les mouvements de son adversaire. Tu ne seras pas pris au dépourvu. Il vaut la peine de se demander pourquoi certaines personnes ont ce besoin de provoquer. Souvent, cela vient du fait qu'elles se sentent petites, incertaines ou inadaptées. Rabaisser les autres crée une illusion temporaire de supériorité. Comprendre cela ne justifie pas leur comportement, mais cela peut t'aider à ne pas le prendre de manière personnelle. Le problème vient d'eux, pas de toi. La meilleure défense contre la provocation est de développer ce que les stoïciens appellent une forteresse intérieure. Ce centre tranquille à l'intérieur de toi qui n'est pas facilement secoué par des paroles ou des actions extérieures. Pense à cela comme à un château avec de lourdes murailles. C'est toi qui décides qui et quoi peut entrer. Les paroles d'un provocateur sont comme des flèches qui frappent tes murs, mais elles ne peuvent pas pénétrer, à moins que tu n'ouvres les portes. Cela ne signifie pas être complètement indifférent ou ne rien ressentir. Les sentiments sont naturels. La croyance réside dans le fait de ne pas permettre à ces sentiments de te pousser à réagir de manière automatique et nuisible. Tu peux sentir la colère monter, la reconnaître, et pourtant choisir une autre réponse,
ou choisir de ne pas répondre. Une technique pratique est ce que les psychologues appellent la distanciation psychologique. Lorsque quelqu'un se moque de toi, imagine que tu observes la scène de loin, comme si c'était un film sur une autre personne. Ou imagine comment tu raconterais cette situation à un ami dans une semaine. Cette petite distance mentale peut faire toute la différence dans ta réaction. Une autre approche efficace consiste à répondre avec une curiosité authentique plutôt qu'avec défensive. Si quelqu'un fait un commentaire pour te provoquer, au lieu de riposter, tu peux demander calmement. C'est intéressant que tu dises cela. Qu'est-ce qui te fait penser ainsi? Ou pourquoi crois-tu que cela serait important pour moi? Cela désarme souvent le provocateur qui s'attend à du drame et du conflit, pas à une conversation rationnelle. Avec le temps, les personnes qui cherchent des réactions fortes finissent par perdre de l'intérêt pour ceux qui ne réagissent pas comme elles l'attendaient. C'est comme un tyran qui abandonne lorsqu'il voit que ses moqueries n'affectent plus la victime. Ils veulent du drame, du conflit, du pouvoir. Lorsqu'ils ne l'obtiennent pas, ils cherchent naturellement une autre cible. Rappelle-toi toujours, chaque fois que tu ne donnes pas la réaction que le provocateur attend, non seulement tu le désarmes, mais tu renforces aussi ton propre autocontrôle. Tu entraînes ton cerveau pour répondre de manière plus calme et consciente dans des situations stressantes. C'est un muscle qui se développe avec la pratique. Mettre ces personnes à leur place ne signifie pas créer un spectacle de cris ou gagner une discussion, mais prouver, par ton calme et ton contrôle, que leur technique de manipulation émotionnelle ne fonctionne plus avec toi. Et il n'y a rien de plus frustrant pour un manipulateur que de se rendre compte qu'il a perdu son principal outil de contrôle. Ta réaction. Couper la portée émotionnelle de ceux qui te provoquent. Tu connais cette sensation de ne pas pouvoir arrêter de penser à ce que quelqu'un t'a dit? On dirait que leurs paroles résonnent dans ta tête comme une chanson qui ne part pas. La personne t'a parlé le matin, mais il est déjà soir, et tu es encore en train de réfléchir, d'imaginer des réponses, sentant une pression dans ton estomac. Cela se produit parce que, sans le vouloir, tu lui as donné une grande portée émotionnelle dans ta vie. La portée émotionnelle est comme une télécommande que tu remets aux autres. Plus tu donnes de contrôle, plus ils peuvent t'affecter. Certaines personnes ont un contrôle qui fonctionne à des kilomètres de distance. Elles n'ont même pas besoin d'être présentes pour perturber ta paix. Il suffit que tu les rappelles à ton esprit ou que tu te souviennes de ce qu'elles ont dit et ta journée est ruinée. Les stoïciens savaient que ce genre de pouvoir que nous donnons aux autres est un choix, même s'il est inconscient. Marc Aurèle disait quelque chose comme « Tu as du pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Prends-en conscience et tu trouveras la force. » C'est l'une des leçons les plus précieuses que nous puissions apprendre. Personne n'a accès direct à nos émotions, sauf si nous le permettons. Couper la portée émotionnelle de quelqu'un ne signifie pas ignorer complètement cette personne ou faire semblant qu'elle n'existe pas. Cela signifie créer une sorte de filtre entre ce qu'elle fait et ce que tu ressens. C'est comme installer un système de sécurité aux portes de ton esprit. Tout ce qui arrive ne peut pas entrer automatiquement. Une technique pratique que l'on peut appeler désidentification. Quand quelqu'un fait un commentaire négatif sur toi, au lieu de penser « il m'a traité d'incompétent », essaie de reformuler cela comme « il a exprimé une opinion sur ma compétence ». Tu vois la différence? Dans le premier cas, tu acceptes le jugement comme une vérité sur toi-même. Dans le second, tu le vois comme une simple opinion extérieure qui peut ou non avoir un fondement. Trop souvent, nous donnons trop de portée émotionnelle à des personnes que nous connaissons à peine. Ce commentaire négatif d'un collègue avec qui tu parles à peine, la critique d'un parent éloigné que tu vois une fois par an, l'opinion de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui ne connaît même pas ton nom complet. Pourquoi laisser ces personnes occuper tant de place dans ta tête? Une question puissante à se poser lorsque quelqu'un t'affecte trop est « Cette personne a-t-elle gagné le droit d'avoir un tel impact sur ma vie ?» Les personnes qui t'aiment, te respectent et te veulent du bien méritent d'être écoutées, même lorsqu'elles disent des choses difficiles. Mais lorsque quelqu'un te rabaisse constamment ou se moque de toi, il ne mérite probablement pas ce privilège. La portée émotionnelle concerne aussi le temps que tu donnes à certaines pensées. Lorsque quelqu'un se moque de toi, il est normal que l'impulsion première soit la colère ou la douleur. Mais tu peux choisir de ne pas nourrir ces sentiments. Comme le dit le proverbe,
Tu ne peux pas empêcher les oiseaux de voler au-dessus de ta tête, mais tu peux empêcher qu'ils n'y nichent. Les pensées arrivent, mais elles ne doivent pas rester. Une pratique efficace est de fixer un temps limité pour réfléchir aux provocations. Dis-toi, je vais me permettre 5 minutes pour être en colère à ce sujet, puis je vais passer à autre chose. Mets une alarme si nécessaire. Lorsque le temps est écoulé, change consciemment de focus en te dirigeant vers quelque chose de productif ou de agréable. Au début, cela peut sembler artificiel, mais avec le temps, cela deviendra naturel. Un autre aspect important est de ne pas partager les moqueries que tu as reçues avec tout le monde. Lorsque quelqu'un t'offense et que tu en parles à 10 personnes différentes, c'est comme donner à l'offense 10 vies nouvelles à chaque fois que tu répètes ce qui s'est passé. Tu revivras les émotions négatives. Si tu ressens le besoin de te défouler, choisis 1 ou 2 personnes en qui tu as confiance. Partage-le une fois et essaie de mettre un terme à cela. Les réseaux sociaux méritent une attention particulière en ce qui concerne la portée émotionnelle. Si tu remarques que certaines personnes en ligne réussissent toujours à te déprimer, il est temps d'utiliser les ressources technologiques à ton avantage. Mute, désabonne-toi. Imiter ces interactions n'est pas de la lâcheté, c'est un soin de soi intelligent. Comme dirait un stoïcien moderne, pourquoi garder les portes de ton esprit ouvertes à ceux qui n'apportent que des ordures? Rappelle-toi aussi que beaucoup de moqueries ne parlent pas vraiment de toi. Les personnes qui se moquent toujours des autres projettent souvent leurs propres insécurités et frustrations. Lorsque tu comprendras cela, tu pourras regarder la provocation avec une distance émotionnelle. Cette personne doit être en train de lutter contre ses propres démons pour avoir besoin de me parler ainsi. Couper la portée émotionnelle est une compétence qui se développe avec la pratique. Parfois, tu échoueras, tu accordes trop d'importance à ceux qui ne la méritent pas, tu réfléchiras à des mots que tu devrais laisser partir, et c'est bien. L'important est de réaliser quand cela se produit et de ramener doucement ton attention à ce qui compte vraiment dans ta vie. Avec le temps, tu remarqueras un changement incroyable. Les personnes qui pouvaient jadis ruiner ta journée avec une simple phrase perdront ce pouvoir. C'est comme si la batterie de la télécommande se déchargeait. Elles peuvent encore appuyer sur les boutons, mais cela ne fait rien. Et il n'y a pas de sentiment plus libérateur que celui-là. Ne sois pas permissif, exige des limites. Il y a une grande différence entre être une personne calme et être une personne permissive. Être calme signifie que tu choisis tes moments avec sagesse, que tu ne te laisses pas stresser par n'importe quoi. Être permissif, c'est accepter tout, même ce qui te fait mal ou te diminue. Beaucoup de gens confondent ces deux concepts. La permissivité envoie un message silencieux au monde. Tu peux faire avec moi ce que tu veux. C'est comme laisser la porte ouverte dans un quartier dangereux et espérer que personne ne va entrer. Cela ne fonctionne pas ainsi. Les personnes qui franchissent les limites sont comme l'eau. Elles cherchent toujours le chemin de la moindre résistance. Si tu es la personne qui résiste le moins, c'est là que tout le monde ira. Les stoïciens avaient un mot important dans leur vocabulaire, dignité. Pour eux, vivre dignement signifiait être fidèle à ses propres valeurs, ne pas se rabaisser, ne pas accepter d'être traité comme moins que soi. Cela n'a rien à voir avec l'orgueil ou la vanité, cela a à voir avec le respect de soi-même. Exiger des limites ne signifie pas devenir une personne agressive ou conflictuelle. En fait, les limites les plus efficaces sont souvent communiquées avec calme et fermeté. Dire « je n'accepte pas qu'on me traite ainsi » d'une voix calme et décidée a beaucoup plus d'impact que des cris ou des menaces. La véritable autorité n'a pas besoin de faire du bruit pour être reconnue. Une erreur courante est de penser que poser des limites fera que les gens t'aimeront moins. En réalité, c'est exactement le contraire. Les personnes qui établissent des limites claires sont souvent plus respectées. Pense aux personnes que tu admires le plus. Elles sont probablement celles qui n'acceptent pas n'importe quoi et qui ont des principes clairs sur la manière dont elles doivent être traitées. Pourquoi tant de personnes ont-elles des difficultés à poser des limites? C'est souvent par peur. Peur du rejet, peur du conflit, peur de perdre des relations. Mais quel type de relation perds-tu quand tu demandes simplement à être traité avec respect? Une relation qui dépend de ta dégradation, vaut-elle vraiment la peine d'être conservée?
Une question importante à se poser est: quel est le coût de ta permissivité? Lorsque tu laisses quelqu'un franchir tes limites encore et encore, tu n'affectes pas seulement cette relation en particulier, tu t'envoies aussi un message à toi-même. Tes besoins et tes sentiments ne sont pas si importants. Cela érode peu à peu ton estime de toi, comme l'eau qui érode lentement une pierre. Beaucoup de personnes permissives ont été enseignées dès leur jeune âge qu'exprimer de l'inconfort ou du mécontentement était source de conflits ou de problèmes. Peut-être que tu as grandi en entendant des phrases comme « Cela n'a pas d'importance »,« Cela ne vaut pas la peine de se battre »,« C'est comme ça ». Ces messages t'ont peut-être convaincu que tout accepter est une vertu, alors qu'en réalité cela peut être autodestructeur. Poser des limites, c'est comme cultiver un jardin. Si tu ne mets pas de clôture, n'importe qui peut marcher sur tes fleurs. Si tu ne retires pas les mauvaises herbes, elles étouffent les plantes que tu as cultivées. Les limites saines ne sont pas des murs infranchissables qui t'isolent du monde. Ce sont des clôtures qui délimitent clairement où commence et où finit ton espace personnel. Une technique pratique pour commencer à poser des limites est d'utiliser des phrases à la première personne. Je me sens irrespecté lorsque tu te moques de mon travail. Je ne me sens pas à l'aise avec ce type de commentaire. Pour moi, il n'est pas acceptable qu'on me parle sur ce ton. Cela permet de communiquer tes limites sans accuser ou attaquer l'autre personne, ce qui réduit les risques de réaction défensive. Une autre approche efficace consiste à établir des conséquences claires et à t'y tenir. Si tu dis « la prochaine fois que cela arrive, je mettrai fin à la conversation » ou « si ce comportement continue, je devrais réévaluer notre relation », tu dois être prêt à aller jusqu'au bout. Les limites sans conséquence ne sont que des suggestions que les personnes manipulatrices adorent ignorer. Il est également important d'être précis concernant tes limites. Ne me traite pas mal est trop vague. Différentes personnes peuvent comprendre ce trouble de différentes manières. Je n'accepte pas qu'on me crie dessus ou je ne veux plus entendre des commentaires sur mon poids sont des limites claires qui ne laissent pas place à des interprétations commodes. N'oublie pas que poser des limites est un processus, pas un événement unique. Les gens peuvent tester tes nouvelles limites pour voir si tu es réellement engagé avec elles. Il est courant d'avoir des résistances au début. Tu es trop sensible. Ce n'était qu'une blague. Tu as changé. Ce sont des tentatives de revenir au schéma précédent de permissivité. Reste ferme. La beauté des limites exigeantes, c'est qu'avec le temps, tu en auras de moins en moins besoin. Lorsque les gens autour de toi comprennent que tu as des règles claires sur la façon dont tu dois être traité, beaucoup ajustent naturellement leur comportement. C'est comme entraîner un muscle. Au début, c'est difficile et douloureux, mais avec le temps, cela devient ta force naturelle. À la fin de la journée, ne pas être permissif est un acte d'amour de soi. C'est reconnaître que tu mérites du respect et un traitement digne. Et lorsque tu crois vraiment cela, les gens autour de toi commencent également à y croire. Non seulement tu mets les autres à leur place, mais tu te mets toi-même à ta propre place, celle de quelqu'un qui mérite ce qu'il y a de meilleur. Utilisez le distancement de manière intelligente. As-tu déjà remarqué comment certains problèmes semblent énormes lorsqu'on est au milieu d'eux, mais deviennent beaucoup plus petits quand on les regarde de loin? C'est comme cette dispute qui hier semblait être la fin du monde. Mais une semaine plus tard, tu te souviens à peine de pourquoi tu étais si contrarié. Cela se produit parce que la distance change notre perspective. Et savoir utiliser cette distance peut être ton arme secrète contre ceux qui te font du mal. Le distancement intelligent ne consiste pas à fuir les problèmes ou à couper les liens avec tous ceux qui te dérangent. Il s'agit de créer un espace sain entre toi et les situations toxiques pour pouvoir les voir plus clairement et réagir de manière plus appropriée. Les stoïciens appelaient cela « voir d'en haut », comme si tu pouvais flotter au-dessus de la situation et la regarder sous un angle plus large. Il existe plusieurs types de distancement que tu peux utiliser. Le premier est le distancement physique. Parfois, le simple fait de quitter la présence de la personne qui te provoque suffit à faire une grande différence. Si tu travailles avec quelqu'un qui te diminue constamment, tu peux peut-être réorganiser ton espace ou tes horaires pour avoir moins de contact avec cette personne. Si c'est un membre de la famille qui te critique constamment pendant les repas du dimanche, peut-être qu'il serait sain de réduire la fréquence de ces rencontres. Un autre type puissant est le détachement mental. Même quand tu ne peux pas t'éloigner physiquement,
tu peux créer de la distance dans ton esprit. Une technique simple consiste à te demander: cela aura-t-il de l'importance dans 5 ans? Dans 1 an? Dans 1 mois? La plupart des provocations et des conflits perdent leur force quand tu te rends compte qu'ils sont temporaires et, dans la grande image de la vie, insignifiants. Le détachement émotionnel est également essentiel. Cela ne signifie pas être froid ou insensible, mais plutôt éviter que tes émotions soient complètement liées aux actions des autres. Lorsque quelqu'un te critique durement, par exemple, tu peux reconnaître la tristesse ou la colère qui surgit. Mais tu n'as pas à te noyer dans ces sentiments, ni à laisser ces émotions définir toute ta journée. Une pratique utile est ce que les psychologues appellent la troisième personne. Lorsque tu es confronté à quelqu'un de difficile, essaie de raconter la situation comme si tu parlais de quelqu'un d'autre. Par exemple, Jean est en train de gérer un collègue qui l'interrompt constamment lors des réunions. Cette petite astuce crée suffisamment de distance pour que tu puisses voir la situation sous un autre angle. De manière plus objective, la distanciation temporelle fonctionne très bien. Lorsque quelqu'un se moque de toi, essaie d'imaginer comment tu te sentiras à ce sujet demain, la semaine prochaine ou le mois prochain. Regarde en arrière et réfléchis à combien de provocations similaires tu as rencontrées et que tu ne te souviens même plus. Le temps a cette manière de diminuer l'impact de choses qui, à présent, semblent énormes. Les personnes qui savent comment utiliser la distanciation comprennent également le pouvoir de la perspective. Une provocation est beaucoup plus douloureuse lorsque tu es fatigué, stressé ou affamé. Dans ces moments-là, ta résistance émotionnelle est faible et tout semble plus intense. Reconnaître cela te permet de penser: une partie de la raison pour laquelle cela me touche autant aujourd'hui, c'est que je suis épuisé. Il est important de ne pas confondre la distanciation avec l'indifférence ou la froideur. L'objectif n'est pas de cesser de se soucier de tout et de tout le monde. La distanciation saine est sélective. Tu choisis consciemment ce qui t'importe et l'espace émotionnel que chaque situation ou personne mérite dans ta vie. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ce ne sont pas les choses qui nous perturbent, mais les opinions que nous avons d'elles. Une manière pratique de créer de la distance est la technique de l'observateur. Lorsque tu te retrouves dans une situation difficile, imagine-toi comme un scientifique qui observe la scène avec intérêt, mais sans jugement. Observe le comportement de l'autre personne, tes propres réactions internes et l'environnement autour de toi. Ce regard curieux et distant crée un espace pour des réponses plus sages. La distanciation t'aide aussi à voir des schémas qui autrement passeraient inaperçus. Tu pourrais remarquer que ce collègue qui te critique constamment fait de même avec tout le monde quand le patron est proche, ou que ce membre de la famille qui se moque de toi a tendance à le faire lorsqu'il traverse des problèmes personnels. Ces perceptions peuvent transformer l'irritation en compréhension. Un autre avantage de créer de la distance, c'est qu'elle permet à ton cerveau rationnel de s'activer. Quand nous sommes dans la chaleur de l'instant, c'est notre cerveau émotionnel qui prend le dessus, ce qui provoque des réactions que nous regrettons ensuite. La distanciation permet à la partie la plus sage de toi de prendre le contrôle avant de répondre. Les personnes manipulatrices détestent lorsque tu crées de la distance, car cela rend plus difficile l'exercice de leur contrôle. Elles veulent que tu réagisses immédiatement, émotionnellement, sans réfléchir. Quand tu t'éloignes, tu dis essentiellement: tu ne contrôles pas comment je réponds à cela. La distanciation est particulièrement précieuse sur les réseaux sociaux, où les mots durs et les provocations peuvent arriver à tout moment. Une règle simple, comme « je ne répondrai pas aux commentaires négatifs le jour où je les reçois », peut te sauver de nombreuses disputes et regrets inutiles. Avec la pratique, tu commences à réaliser que la distanciation n'est pas seulement une technique de défense, mais une manière plus sage de vivre. Tu cesses d'être une feuille emportée par tous les vents émotionnels et deviens plus comme un arbre aux racines profondes. Tu peux ressentir la brise, mais tu restes fermement ancré à ta place. Le véritable pouvoir de la distanciation réside dans le fait de te rendre le contrôle. Lorsque tu crées cet espace entre le stimulus, ce que font les autres, et ta réponse, comment tu réagis, tu trouves ta liberté. Comme l'a dit Viktor Frankl, entre le stimulus et la réponse, il y a un espace. Dans cet espace réside notre pouvoir de choisir notre réponse.
Dans notre réponse réside notre croissance et notre liberté. Toutes les attaques ne méritent pas de réponse. As-tu déjà remarqué comment certaines personnes semblent vivre pour chercher des conflits? Elles lancent une moquerie, font un commentaire malveillant ou disent simplement quelque chose pour te mettre sur la défensive, attendant ensuite anxieusement ta réaction. C'est presque comme si elles avaient leurs doigts sur la gâchette, prêtes à contre-attaquer dès que tu réponds. La vérité que les stoïciens ont découverte il y a des milliers d'années est simple mais puissante. Toutes les provocations ne méritent pas une réponse. En fait, souvent, le silence est l'arme la plus puissante que tu aies. Ce n'est pas un hasard si l'on dit que l'indifférence est le plus grand mépris. Lorsque tu choisis de ne pas répondre à une attaque, tu envoies un message très clair. Cela n'est pas assez important pour mériter mon énergie. Pense aux moqueries comme un appât. Quelqu'un lance l'appât dans l'eau, espérant que tu mordes. Si tu mords, tu es poussé dans une direction que tu n'as pas choisie. La personne qui a provoqué contrôle la situation parce que tu as réagi exactement comme elle le voulait. Mais que se passe-t-il si tu observes simplement l'appât flottant, que tu le reconnais pour ce qu'il est et que tu t'éloignes en nageant? Tu conserves ta liberté et ton pouvoir. Une question puissante à te poser avant de répondre à une provocation est: quel est l'objectif de cette personne? En général, les attaquants veulent l'une de ces trois choses: attention, validation ou contrôle. Ils veulent que tu perdes le contrôle pour confirmer une narration sur toi. Ils veulent de l'attention, même si elle est négative, ou ils veulent contrôler comment tu te sens et te comportes. Lorsque tu comprends cela, il devient plus facile de choisir de ne pas jouer à ce jeu. Les attaques révèlent souvent plus sur l'attaquant que sur toi. Lorsque quelqu'un critique constamment ton apparence, il peut être en train de projeter ses propres insécurités. Lorsque quelqu'un se moque de ton succès, il se peut qu'il soit en train de gérer son propre sentiment d'échec. Voir les attaques sous cette perspective t'aide à ne pas les prendre personnellement, même lorsqu'elles sont dirigées contre toi. Il y a une différence importante entre ignorer une attaque et l'absorber passivement. Ignorer consciemment est un choix actif. Tu vois l'attaque, tu la reconnais pour ce qu'elle est et tu choisis qu'elle ne mérite aucune réponse. C'est différent de simplement avaler l'offense et de laisser cela te faire du mal intérieurement tout en souriant à l'extérieur. L'une est de la force, l'autre de la répression. Une technique pratique pour décider ce qui mérite une réponse est ce que nous pourrions appeler un filtre de pertinence. Demande-toi, cette personne est-elle importante dans ma vie? Cette opinion provient-elle de quelqu'un dont je valorise le jugement? Cette critique contient-elle quelque chose qui pourrait m'aider à grandir? Si la réponse est non à toutes ces questions, tu peux probablement la laisser sans réponse. Sur les réseaux sociaux, cette capacité devient encore plus précieuse. Les personnes qui n'auraient jamais le courage de t'attaquer en personne se sentent courageuses derrière un clavier. Répondre à chaque provocation en ligne n'est pas seulement épuisant, mais cela peut amplifier le problème en donnant plus de visibilité à ce qui t'a dérangé. Les algorithmes adorent le conflit, car ils génèrent de l'engagement. Ne nourrissez pas cette machine. Le silence stratégique te donne aussi du temps. Lorsque tu ne réponds pas immédiatement, tu crées un espace pour évaluer si cela vaut la peine de répondre plus tard, quand tu seras plus calme et que tu penseras plus clairement. Parfois, ce qui semblait être une attaque terrible sur le coup paraît bien moins important quelques heures après. D'autres fois, tu trouves une réponse beaucoup plus efficace que celle qui t'est venue à l'esprit initialement. Cependant, il y a des moments où il est nécessaire de répondre, surtout quand l'attaque implique des mensonges qui pourraient nuire à ta réputation, quand elle franchit des limites qui sont vraiment importantes pour toi ou lorsqu'elle devient un schéma persistant qu'il faut arrêter. Dans ces cas, répondre n'est pas réactif, c'est stratégique. Et même alors, tu peux choisir de répondre avec calme et objectivité, sans entrer dans le jeu émotionnel de l'autre. Une approche puissante, lorsque tu décides de répondre, est ce que nous pourrions appeler une réponse miroir. Plutôt que de contre-attaquer ou de te défendre, tu reflètes simplement le comportement de la personne. Tu as fait beaucoup de commentaires négatifs sur mon travail et j'aimerais comprendre pourquoi. Cela place la personne face à son propre comportement, sans que tu aies à te rabaisser à son niveau. Rappelle-toi que ne pas répondre à une provocation ne signifie pas être passif. Dans tous les aspects de la vie,
Tu peux être assertif sur les choses importantes, et pourtant choisir de laisser passer des commentaires mesquins ou des tentatives de déstabilisation. Comme le dit le proverbe, sois sélectif dans tes batailles. Parfois, avoir la paix est mieux que d'avoir raison. Avec le temps, les personnes qui cherchent à provoquer se rendent compte que tu n'es pas une cible facile. Quand elles ne reçoivent pas la réaction qu'elles attendent, la plupart finissent par se décourager et cherchent un autre objectif. C'est comme un bully dans la cour de récréation qui perd de l'intérêt quand sa victime potentielle ne montre ni peur ni colère. À la fin de la journée, choisir de ne pas répondre aux attaques est un exercice de liberté. Tu déclares que personne ne peut t'obliger à réagir, que tes réponses sont des choix conscients et non des réflexes automatiques que d'autres peuvent manipuler. Comme dirait un stoïcien, tu as le pouvoir de décider ce qui mérite ton énergie. Utilise ce pouvoir avec sagesse. Le changement intérieur apporte un nouveau résultat. T'es-tu déjà arrêté pour réfléchir pourquoi certaines personnes semblent toujours attirer le même type de problème? Cet ami qui trouve toujours des partenaires abusifs, ce collègue qui finit par avoir des conflits avec chaque patron, ou ce membre de la famille qui se sent toujours irrespecté par tout le monde. Ce n'est ni une coïncidence, ni de la malchance. La vérité inconfortable, c'est que nous continuons à récolter les mêmes résultats tant que nous maintenons les mêmes standards internes. Le stoïcisme nous enseigne une leçon fondamentale. Nous ne pouvons pas contrôler le monde extérieur, mais nous avons un contrôle total sur notre monde intérieur. Et c'est précisément ce changement intérieur qui finit par transformer aussi notre réalité extérieure. C'est comme une danse. Quand tu changes tes pas, ton partenaire doit s'adapter, qu'il le veuille ou non. Pense aux relations comme à un système d'engrenage. Si tu réagis toujours de la même manière quand quelqu'un se moque de toi, que ce soit en explosant, en te fermant ou en acceptant tout, tu crées un schéma prévisible. L'autre personne sait exactement à quoi s'attendre de ta part. C'est confortable pour elle, même si c'est douloureux pour toi. Mais que se passe-t-il quand tu changes une pièce de cet engrenage? Tout le système doit se réorganiser. Beaucoup de gens passent des années à se plaindre d'être maltraités, mais ils continuent d'offrir le même comportement qui permet ce traitement. C'est comme se plaindre qu'il pleuve à l'intérieur sans jamais réparer le trou dans le toit. La pluie ne s'arrêtera pas juste parce que tu te plains. Il faut boucher le trou. Un des changements internes les plus puissants que tu puisses faire est de revoir tes limites. Si, jusqu'à aujourd'hui, tu t'es laissé interrompre, qu'on te parle de façon moqueuse, qu'on ignore tes besoins, le changement commence lorsque tu décides intérieurement que cela n'est plus acceptable. Ce n'est pas une question de confronter les autres, c'est une question de confronter d'abord tes propres standards d'acceptation. Une autre transformation essentielle se produit dans ton auto-image. Souvent, nous acceptons le mauvais traitement parce qu'au fond, nous ne croyons pas mériter mieux. Qui suis-je pour exiger du respect? Pensons-nous, cette croyance est souvent tellement ancrée que nous ne nous rendons même pas compte qu'elle est là, qu'elle guide nos réactions. Changer la façon dont tu te perçois change aussi la façon dont les autres te voient. Les relations fonctionnent comme des miroirs. Elles reflètent ce que nous projetons. Si tu projettes l'idée que ton temps n'est pas précieux, les gens traiteront ton temps comme s'il ne valait rien. Si tu projettes que tes opinions sont superflues, personne ne prendra la peine de les écouter. Ce n'est pas de la magie, c'est simplement le fonctionnement des interactions humaines. Une pratique transformante est ce que l'on pourrait appeler un essai mental. Avant de te retrouver dans des situations où on te manquerait de respect, imagine-toi réagissant différemment. Visualise-toi calme, ferme, respectable. Ce type de préparation programme ton cerveau pour de nouvelles réponses, au lieu de tomber dans le mode automatique de vieilles réactions. Le changement intérieur implique aussi d'ajuster tes attentes. Si tu t'attends à ce que les gens te déçoivent, tu remarqueras probablement chaque petit défaut chez eux, en ignorant le reste. C'est comme porter des lunettes de soleil et se plaindre ensuite que tout semble sombre. Changer ce filtre intérieur peut révéler que certaines relations ne sont pas aussi toxiques qu'elles paraissaient. C'était la lentille qui déformait tout. Un des schémas les plus difficiles à reconnaître est notre propre addiction au drame. Oui, beaucoup de gens se plaignent du conflit, mais inconsciemment, ils le recherchent parce que l'adrénaline du drame est devenue familière, presque confortable. Il y a une étrange satisfaction à dire « Tu vois, je savais que cela allait arriver ». Reconnaître ce schéma est la première étape pour le briser.
La façon dont tu te parles à toi-même façonne aussi tes relations. Si ton dialogue interne est rempli de « je ne pourrai jamais m'imposer »,« personne ne me respecte »,« je suis toujours la victime », ces messages finissent par devenir des prophéties auto-réalisatrices. Changer ce discours en « je suis en train d'apprendre à m'imposer »,« je mérite le respect et je le montre » transforme ta présence dans le monde. Une barrière importante au changement intérieur est la peur de l'inconnu. Lorsque tu changes, les personnes autour de toi sont obligées de s'adapter. Certaines n'aimeront pas cela et essayeront de te ramener à ton ancien rôle. « Tu n'es pas pareil », diront-elles, comme si c'était une mauvaise chose. C'est tentant de revenir au schéma familier, même si cela est douloureux, juste pour restaurer la paix. Résister à cette pression est essentiel. Parfois, le changement intérieur le plus nécessaire est simplement d'accepter que certaines personnes ne te traiteront jamais bien, peu importe ce que tu fais. Pas parce que tu ne le mérites pas, mais parce qu'elles en sont incapables. Comme l'a dit le philosophe stoïcien Épictète, ceux qui exigent de l'admiration sont malades. Reconnaître cela te permet d'arrêter de frapper la même muraille en espérant qu'elle devienne une porte. Les stoïciens ont aussi souligné l'importance de la pratique constante. Changer les schémas internes ne se fait pas du jour au lendemain. C'est comme apprendre une nouvelle langue ou un nouvel instrument. Au début, c'est inconfortable. Tu fais des erreurs, tu retombes dans les vieux habits. Mais avec persévérance, le nouveau schéma devient aussi naturel que l'était le précédent. Un signe que ton changement intérieur fonctionne est lorsque les moqueries qui autrefois te déstabilisaient commencent à te paraître infantiles ou sans sens. C'est comme regarder un film d'horreur qui te terrifiait quand tu étais enfant et réaliser que les effets spéciaux sont évidents et amateurs. Le pouvoir qu'ils avaient ri sur toi s'évapore simplement. La beauté du changement intérieur, c'est qu'il ne dépend de personne d'autre que de toi. Il n'est pas nécessaire de convaincre les autres de changer en premier. Il n'est pas nécessaire d'attendre que les conditions soient parfaites. Tu n'as pas besoin de permission. Tu peux commencer maintenant, en silence, sans annonce ni déclaration. Et même alors, l'impact sera ressenti par tous ceux qui t'entourent. Finalement, remettre à leur place ceux qui te font du tort ne consiste pas en une grande confrontation dramatique. Il s'agit d'une révolution silencieuse qui commence en toi. Il s'agit de changer la dynamique du jeu en refusant de jouer selon les anciennes règles. Quand tu changes de l'intérieur, le monde autour de toi n'a d'autre choix que de répondre à ce nouveau toi. Et c'est la victoire la plus douce de toutes, celle qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Transcender le cycle de la toxicité. Imagine que tu sois pris dans un cercle vicieux. Quelqu'un te provoque, tu réagis. La personne utilise ta réaction pour te provoquer encore plus, et ainsi de suite. C'est comme être sur une roue de la fortune qui ne s'arrête jamais, montant et descendant avec les mêmes émotions négatives. La plupart des gens passent toute leur vie dans ce cycle sans se rendre compte qu'il existe une issue. Et cette issue n'est pas de continuer à tourner plus vite, mais simplement de descendre de la roue. Transcender le cycle de toxicité signifie faire un pas en dehors du schéma habituel de provocation et de réaction. C'est comme regarder un film que tu as vu plusieurs fois et enfin décider de changer de chaîne. Les stoïciens ont compris profondément ce concept. Pour eux, la véritable liberté ne réside pas dans le contrôle des autres, mais dans le contrôle de soi-même, de manière si complète que rien d'extérieur ne pourrait perturber leur paix intérieure. Le premier pas pour transcender ce cycle est de reconnaître que tu en fais partie. Beaucoup de gens sont tellement habitués aux relations toxiques qu'ils les considèrent comme normales. Les relations sont vraiment difficiles, disent-ils, comme si vivre constamment dans la tension et la douleur était le prix naturel pour se connecter avec les autres. Les relations saines peuvent avoir des défis, mais elles ne te laissent pas régulièrement épuiser et diminuer. Une partie essentielle de cette transcendance est de réaliser que la toxicité opère souvent par contraste. Si quelqu'un est explosif et agressif, tu tends à devenir silencieux et soumis. Si quelqu'un est contrôlant et rigide, tu deviens rebelle ou réservé. C'est comme si toi et l'autre personne dansiez une danse où chacun pousse l'autre vers des extrêmes opposés. Chacun se déséquilibre davantage dans le processus. Pour briser ce schéma, tu dois trouver ton centre. Il ne s'agit pas d'être l'opposé de l'autre, mais d'être complètement toi-même, indépendamment de la provocation.
Si quelqu'un crie, tu n'as pas à crier en retour, ni à te replier. Tu peux simplement rester centré sur ta propre dignité, répondant d'une manière qui reflète tes valeurs, pas l'énergie de l'autre personne. Une technique puissante pour transcender le cycle est ce que l'on pourrait appeler la réponse non complémentaire. Si quelqu'un s'attend à ce que tu te défendes frénétiquement, réponds calmement et avec curiosité. Si on attend que tu rendes l'attaque, réponds avec une compréhension ferme. Cela brise le schéma prévisible et crée de l'espace pour qu'une nouvelle dynamique émerge. Une partie de la toxicité dans les relations provient de schémas inconscients que nous apprenons dès notre enfance. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'amour et le conflit étaient toujours mélangés, où l'attention n'arrivait que par le drame. Ces schémas sont difficiles à briser car ils opèrent en dessous du radar de la conscience. Les reconnaître est le premier pas pour les réécrire. Transcender signifie aussi arrêter de voir les interactions comme des batailles où quelqu'un doit gagner et quelqu'un doit perdre. Dans une mentalité toxique, si tu n'es pas au sommet, tu es au fond. Mais et si ce n'était pas une question de hiérarchie? Et si les relations pouvaient être des espaces où tout le monde garde sa dignité, où le désaccord ne signifie pas manque de respect, où les limites sont naturelles, plutôt que des déclarations de guerre? L'une des armes les plus puissantes pour sortir du cycle est la compassion, non seulement pour l'autre, mais surtout pour soi-même. Les personnes prises dans des schémas toxiques souffrent souvent, même lorsque cette souffrance se manifeste sous forme d'agression ou de manipulation. Cela ne justifie pas un comportement abusif, mais comprendre la racine de la toxicité t'aide à ne pas le prendre personnellement. Il s'agit d'eux, pas de toi. Une autre clé de la transcendance est de reconnaître que certaines personnes sont tellement profondément prises dans leur propre cycle qu'elles ne peuvent pas se relier de manière différente. Peu importe combien tu changes, elles continueront dans le même schéma. Dans ces situations, la décision la plus sage peut être d'augmenter la distance, non par colère ou vengeance, mais par amour propre, et même par compassion pour l'incapacité de l'autre. Les stoïciens diraient que transcender le cycle est une manière d'atteindre ce qu'ils appelaient l'apatheia. Ce n'est pas l'apathie telle qu'on l'entend aujourd'hui, mais un état de clarté émotionnelle où tu ne te sens plus submergé par des réactions négatives automatiques. Tu ressens les émotions, mais elles ne te contrôlent pas. C'est comme voir les nuages passer dans le ciel, au lieu d'être emporté par eux. Cela implique de poser la question: veux-tu avoir raison ou veux-tu être libre? Car souvent, s'accrocher à la nécessité de prouver que l'autre a tort, c'est ce qui te maintient pris dans le cycle. Une pratique puissante est d'imaginer la relation toxique comme une pièce de théâtre où toi et l'autre personne avaient des rôles fixes, répétant sans cesse les mêmes répliques. Transcender signifie refuser de dire vos répliques habituelles. Lorsque tu te sors du scénario, la pièce ne peut plus continuer comme avant. Soit un nouveau scénario émerge, soit la pièce se termine. De toute façon, l'ancien schéma est brisé. La véritable transcendance implique également le pardon, non pas comme un cadeau pour l'autre, mais comme une libération pour soi-même. Garder du ressentiment, c'est comme porter une lourde pierre en espérant avoir l'occasion de la lancer à la personne qui t'a blessé. Pendant ce temps, celui qui souffre du poids de cette pierre, c'est toi. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui a été fait, mais lâcher la pierre et continuer ton chemin plus léger. En fin de compte, transcender le cycle de la toxicité est l'étape la plus puissante pour mettre ceux qui te blessent dans leurs propres chaussures, non pas par confrontation directe ou stratégie de contrôle, mais par un changement si fondamental dans la manière dont tu te relies aux autres que la vieille dynamique ne trouve plus d'espace pour s'accrocher à vous. C'est comme si tu avais pris un autre avion, où ces vieilles armes ne peuvent plus t'atteindre. Et peut-être que cette leçon est la plus grande que le stoïcisme nous enseigne sur le traitement des personnes difficiles. La véritable victoire n'est pas de changer l'autre, mais de te changer toi-même de manière si profonde que tu deviens incassable, non pas par dureté ou froideur, mais par une sagesse si enracinée que les tempêtes passent et que tu restes serein dans la connaissance de ta propre valeur. La liberté ne commence pas lorsque tu contrôles les autres, mais lorsque tu maîtrises ta propre réaction. Le moment où tu réalises que personne ne peut occuper un espace dans ta tête sans ton consentement, tu auras gagné toutes les batailles, même avant qu'elles ne commencent. Et voilà, j'espère que vous avez trouvé beaucoup de valeur dans cette vidéo. Merci d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo, j'adore quand vous faites ça.
Si vous voulez une autre vidéo sur ce sujet, écrivez en commentaire, j'en veux encore plus. J'espère vous revoir dans une autre vidéo. Merci pour ton temps, prends soin de toi et à bientôt.